Aujourd'hui, je veux poser une question très simple. Deux hommes, tous deux prudents, tous deux réfléchis, ont passé des années à se préparer à l'effondrement. L'un d'eux a survécu, l'autre non. Le premier homme vit en périphérie de Caracas. En 2015, il possède des pièces d'or dans un coffre-fort encastré. Il a 3 mois de riz et de haricots, un potager, un petit générateur et 2 chiens fidèles. Lorsque le Bolivar s'effondre, il survit. Il vend des pièces d'or une par une. Il échange des œufs contre des médicaments. Il est plus maigre, plus pauvre, plus fatigué, mais il est en vie. Il est chez lui. Le second homme vit dans un bel appartement à Sarajevo. En mars 1992, il possède les mêmes pièces d'or, les mêmes provisions de nourriture, la même idéologie d'autonomie. Ses voisins le respectent. 3 semaines plus tard, l'artillerie serbe ouvre le feu depuis les collines surplombant la ville. Son or ne peut pas acheter ce qui n'est pas disponible. Ses réserves de farine sont pillées dès la première semaine. La fenêtre de son appartement donne sur Grabavica. Un sniper tue sa femme en allant chercher de l'eau. Les 2 hommes s'étaient préparés. L'un s'était préparé correctement, l'autre s'était préparé au mauvais type d'effondrement. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, car il existe 2 types d'effondrements catégoriquement différents. La plupart de ce que vous avez lu les amalgame discrètement. La communauté des survivalistes les considère comme un seul et même concept. Ce ne sont pas la même chose. Ce sont 2 problèmes physiques différents. Et la stratégie qui vous sauve dans l'un vous tuera dans l'autre. Or, le récit traditionnel est le suivant. Un effondrement, c'est un effondrement. Le système se brise, les camions s'arrêtent. Les étagères se vident. Il vous faut de la nourriture, de l'eau, une arme et un plan. L'industrie du survivalisme vous fournit les 4. Vous achetez une propriété de repli. Vous construisez un garde-manger, vous creusez un puits, vous enterrez de l'or dans le jardin, vous appelez ça un domaine autonome et vous attendez. Et dans ce récit traditionnel, l'or est l'or, peu importe le type de problème auquel vous êtes confronté. Les réserves de nourriture sont des réserves de nourriture. Une adresse fixe avec un garde-manger bien rempli et un fusil à la porte est la réponse à toutes les questions. Est-ce que cela a du sens? C'est l'image que la plupart des gens ont en tête. C'est ce que 10 000 chaînes YouTube vendent. C'est ce que le catalogue veut vous faire croire. Mais voici le problème avec ce récit. L'homme de Caracas s'en est bien sorti, avec son or, son jardin et son adresse fixe. L'homme de Sarajevo est mort. Ils avaient des préparatifs identiques. Ils ont fait face à des effondrements différents. Et la plus grande erreur de la pensée survivaliste moderne est de considérer ces 2 situations comme identiques. Permettez-moi de définir précisément les 2 types d'effondrement. C'est très important. Le type 1 est l'effondrement économique. La monnaie s'effondre, les chaînes d'approvisionnement se rompent. Les banques ferment ou font semblant de rester ouvertes tout en vous dérobant discrètement votre argent. Mais l'État existe toujours. La police est toujours payée, parfois en dollars, au noir. Les tribunaux fonctionnent toujours lentement, mal, de manière corrompue. Les droits de propriété sont appliqués de manière sélective. La vie continue, sous une forme dégradée. Pensez à l'Allemagne de Weimar de 1921 à 1923. Pensez à l'Argentine en 2001, au Venezuela de 2013 à aujourd'hui, au Liban depuis 2019 et au Zimbabwe en 2008. Le type 2 est l'effondrement militaire. L'État perd son emprise sur la violence, il y a des combats actifs, des sièges, une occupation étrangère, la sécurité physique. Ce n'est pas l'argent, la nourriture ou le carburant qui devient la variable principale de votre survie. Chaque atout conçu pour le type 1 devient un fardeau. L'or stocké fait de vous une cible. Votre propriété à une adresse fixe devient un objectif connu. Un garde-manger plein est un aimant pour les hommes armés. Pensez à Stalingrad en 1942, à Leningrad de 1941 à 1944, à Varsovie en 1944, à Berlin en 1945, à Sarajevo de 1992 à 1996. 2 types d'effondrement, des dynamiques différentes, des chronologies différentes, des réponses optimales différentes. Permettez-moi de le prouver avec les faits historiques. Permettez-moi de commencer par les effondrements économiques. Je veux que vous observiez la constante à travers 5 exemples, car cette constante est plus éloquente que n'importe quel cas isolé. Weimar, Allemagne, de 1921 à 1923. En janvier 1921, 1 dollar américain valait 65 marks. En novembre 1923, 1 dollar s'échangeait contre 4,21 billions de marks. Imaginez ce que cela représente.
Les prix doublaient chaque jour en septembre de cette année-là. Une témoin oculaire, nommée Erna von Pustow, a décrit ce qui s'est passé. Les grandes entreprises fixaient le prix de leurs marchandises en valeur or. Elles payaient les ouvriers en marques dévaluées. Les grands perdants furent la classe moyenne salariée, les retraités, les épargnants. Des gens qui avaient passé 30 ans à se constituer un pécule l'ont vu disparaître en 90 jours. Qui a gagné ? Les agriculteurs ? Les propriétaires industriels, tous ceux qui possédaient des biens tangibles. L'industriel Hugo Stinnes a emprunté des marques très tôt, a acheté des mines, des navires et des journaux et a remboursé ses prêts quelques semaines plus tard pour presque rien, car le prêt était libellé en marques et les marques étaient devenues sans valeur. Les citadins qui ont survécu prenaient le train pour la campagne. Les Allemands avaient un nom pour cela. Ils l'appelaient la Hansterfahrt. Le voyage de thésaurisation. Ils remplissaient des valises d'objets ménagers et faisaient du troc avec les agriculteurs. Un piano à queue contre un sac de pommes de terre. Une gourde en argent contre un morceau de bœuf salé. Et qui parmi les citadins s'en est le mieux sorti ? La Banque de la Réserve fédérale de Richmond a examiné les archives historiques et a tiré une conclusion claire. Les citadins ayant des relations à la campagne ont mieux survécu que ceux qui n'en avaient pas. Pas de l'or, pas un bunker, mais un cousin dans une ferme du Brandebourg. Voilà pour Weimar. Argentine, 2001 à 2002. Le 1er décembre 2000, le ministre de l'économie a imposé ce que les Argentins ont appelé le corralito. Ce mot signifie le petit enclos. Il désigne un petit parc. Les comptes bancaires ont été gelés, les retraits plafonnés à 250 pesos par semaine. 20 jours plus tard, après des émeutes dans les rues, le président a démissionné. Le pays a vu se succéder 5 présidents en 12 jours. La parité peso-dollar, maintenue depuis 1991, a été rompue en janvier. Les déposants ont perdu environ 60% de leurs économies en dollars d'ici octobre 2002. Le taux de pauvreté avait atteint 57,5%. 7 enfants argentins sur 10 étaient pauvres. Mais ceux qui s'en sont bien sortis détenaient des dollars physiques en dehors du système bancaire. Les Argentins appelaient cela des dollars matelas. Colchón signifie matelas. Des dollars matelas. Fernando Aguirre, qui a documenté la survie de sa famille pendant la crise, a observé que l'argent était plus utile que l'or pour les petites transactions quotidiennes. On ne peut pas rendre la monnaie sur une pièce d'or quand on veut une douzaine d'œufs. Un réseau de troc a émergé, utilisant une monnaie locale artisanale appelée le crédito. 2,5 millions d'Argentins l'ont finalement rejoint. Les perdants étaient les déposants qui faisaient confiance aux banques, les retraités et les détenteurs d'obligations qui ont finalement subi une décote de 76% lors de la restructuration de 2005. Est-ce que cela a du sens ? Le schéma est déjà clair. Les économies en monnaie locale s'évaporent. Les actifs tangibles résistent. Les devises étrangères et les petites coupures sont rompus. Les réseaux sociaux remplacent les systèmes de marché. Venezuela, de 2013 à aujourd'hui. Le revenu réel a diminué d'environ 75% depuis 2013. C'est le plus grand effondrement économique non lié à un conflit en 50 ans. L'hyperinflation a culminé, selon les mesures de l'économiste Steve Hanke, à 344 509% annualisé en janvier 2019. Près de 8 millions de Vénézuéliens ont émigré. C'est la plus grande crise de déplacement de population de l'hémisphère occidental. Et pourtant, Caracas n'est pas Sarajevo. L'État demeure, la police demeure, Maduro demeure. C'est l'exemple moderne le plus pur d'effondrement de type 1. Une catastrophe économique sans guerre civile. Le gouvernement est horrible. Le gouvernement est fonctionnel. Ces deux faits coexistent. Ce qui fonctionne au Venezuela, ce sont les dollars. Maduro les a légalisés en novembre 2019. Plus de la moitié des transactions intérieures sont désormais effectuées en dollars américains. Les envois de fonds de la diaspora s'élèvent à plus de 5 milliards de dollars par an. Ils représentent 80% des revenus des ménages pour de nombreuses familles. L'or artisanal de la région de l'Arco Minero, payé en paillettes, permet désormais d'acheter des coupes de cheveux et des repas dans les villes minières. Un ingénieur logiciel qui joue à RuneScape en ligne gagne plus qu'un médecin. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fait avéré. C'est vraiment important. Le type 1 récompense la personne qui possède une richesse étrangère portable, une compétence productive et un réseau social transfrontalier. Le Liban depuis octobre 2019. Le 17 octobre,
Une proposition de taxe sur WhatsApp a déclenché des manifestations massives. En quelques semaines, les banques ont imposé des contrôles de capitaux informels, non pas par la loi, mais en refusant simplement de rendre leur argent aux déposants. Le taux de change du marché noir est passé de 15 livres pour 1 dollar à environ 89 000 livres pour 1 dollar. En 2024, la livre a perdu plus de 98% de sa valeur. L'économiste Dan Azy a inventé un terme pour ce qui est arrivé aux dépôts en dollars dans les banques libanaises. Il les a appelés « lollers ». Un loller est un dollar piégé dans le système bancaire libanais, échangeable uniquement en livres à un taux choisi par le gouvernement, avec une décote effective de 70 à 85%. Environ 80% des Libanais ont été plongés dans la pauvreté. Et voici le détail que je veux que vous reteniez. En 2019, avant que le public ne sache que quelque chose n'allait pas, plus de 10 milliards de dollars ont discrètement quitté le pays, logés dans les comptes des plus grands déposants, dans les comptes des personnes politiquement influentes, tandis que le gouverneur de la Banque centrale niait publiquement l'arrivée de contrôles de capitaux. C'est ainsi que fonctionne l'effondrement de type 1. Les personnes ayant des informations privilégiées partent en premier. Le déposant ordinaire attend des assurances officielles, et ces assurances sont le signal qu'il est déjà trop tard. Zimbabwe 2007 à 2008. Pic d'hyperinflation, environ 79,6 milliards % par mois en novembre 2008. Les prix doublant toutes les 25 heures. La deuxième pire hyperinflation de l'histoire enregistrée, après la Hongrie en 1946. Le dollar zimbabwéen a été abandonné en avril 2009. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Les dollars américains, le rand sud-africain, les envois de fonds des 3 à 4 millions de Zimbabwéens qui avaient déjà émigré, l'or artisanal, le bétail dans les zones rurales, les femmes traversant la frontière vers l'Afrique du Sud avec des marchandises sur le dos, les revendant au Zimbabwe. Les bons d'essence libellés en dollars sont devenus une monnaie non officielle. Qu'est-ce qui a échoué ? Quiconque détenait des économies en dollars zimbabwéens. Les enseignants et les infirmières n'ont pas été payés pendant des mois. La mortalité infantile a doublé. L'espérance de vie est tombée à 34 ans pour les femmes, 37 pour les hommes. Les chiffres les plus bas du monde à cette époque. Ok, 5 effondrements économiques. La même leçon à chaque fois, les gagnants constants de chaque effondrement de type 1 sont les devises étrangères physiques fortes, l'or en petites coupures, les terres productives avec un titre de propriété sécurisé, les compétences professionnelles portables et les réseaux de la diaspora. Les perdants constants sont les épargnants en monnaie locale, les retraités, les titulaires de revenus fixes et les détenteurs d'obligations. Et quiconque a fait confiance à une institution formelle après le moment où cette institution a commencé à nier publiquement le problème. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque nous inversons la physique. Le siège de Leningrad, 872 jours, de septembre 1941 à janvier 1944. La population d'avant-guerre de Leningrad était d'environ 3,2 millions de personnes. Les décès pendant le siège se sont élevés entre 1 million et 1,5 million. En janvier 1942 seulement, 100 000 habitants de Leningrad sont morts, principalement de faim et de froid, et non des bombardements. La variable la plus cruciale pour la survie était l'évacuation avant le 8 septembre 1941. C'est ce jour-là que les forces allemandes ont bouclé l'encerclement à Schlüsselbourg. Environ 600 000 personnes ont pu partir avant que l'encerclement ne se referme. Environ 1 million d'autres ont fui en traversant le lac Ladoga, gelé durant l'hiver 1942. Ceux qui n'ont pas pu s'échapper ont vécu sous le système de rationnement. Les ouvriers d'usine recevaient 250 grammes de pain par jour. C'est la taille d'une petite pomme. Les employés de bureau, les enfants et les personnes à charge recevaient 125 grammes par jour, c'est une fine tranche, coupée avec de la cellulose et de la sciure. C'est de là que vient l'expression 125 grammes d'espoir. Maintenant, voici le détail crucial. Il y avait une catégorie de personnes à Leningrad qui sont devenues connues sous le nom de millionnaires du blocus. Commis d'entrepôt, boulangers, chauffeurs de camions sur la route de glace, toute personne ayant accès à la nourriture. Ces gens-là s'engraissaient pendant que leurs voisins mouraient de faim. Et qu'acceptaient-ils en échange de pain, de beurre et de sucre ? De l'or, des bijoux, des fourrures, des antiquités. Des premières éditions de Pouchkine, des recherches de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg,
Des documents décrivent la scène de Léningradois affamés, stupéfaits par l'apparence saine des employés de comptoir qui achetaient et échangeaient de l'or, des bijoux et des fourrures contre de la nourriture. Un manteau de vison entier permettait d'acheter un seul morceau de pain. Une machine à coudre permettait d'acheter quelques pommes de terre. Et les détenteurs d'or, ils sont morts aux côtés de leurs voisins, car l'or n'est utile que si quelqu'un l'accepte en échange de quelque chose dont vous avez besoin. Et quand il n'y a rien à acheter, l'or n'est qu'une pierre brillante. Lisez les journaux d'Alina Scriabina, une enseignante de Léningrad qui a survécu au 12 novembre 1941. Elle a écrit « J'ai rendu visite à une dame que je connais et elle m'a fait goûter une de ses inventions culinaires, une gelée faite à partir de ceintures en cuir. Les gens découpaient leur parquet pour en faire du bois de chauffage. 1216 personnes ont été assassinées pour leur carte de rationnement au cours des 6 premiers mois de 1942 seulement. Qu'est-ce qui a réellement sauvé les survivants? L'évacuation avant que l'étau ne se resserre, un emploi en usine avec accès à la nourriture institutionnelle, un parent dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, la capacité physique de faire la queue pendant 12 heures par moins 30 degrés Celsius. Aucune de ces choses ne peut être achetée. Toutes nécessitent des relations qui existent avant le début de la crise. C'est Léningrad, maintenant Stalingrad. Stalingrad, d'août 1942 à février 1943. Staline a refusé l'évacuation des civils, car les usines devaient continuer à fonctionner. Lorsque la Luftwaffe a largué ses bombes le 23 août 1942, en 16 sorties en une seule journée. 90% des habitations en bois de Stalingrad ont brûlé. Les décès civils, au cours de cette seule semaine de bombardement, pourraient avoir atteint 40 000. Lorsque l'armée rouge a repris la ville en février 1943, les autorités ont trouvé 9 976 civils vivants dans les ruines. 94 d'entre eux étaient des enfants. Sur ces 94 enfants, seuls 9 ont pu être réunis avec leurs parents. Il n'y avait pas de marché de l'or contre du pain à Stalingrad. Il n'y avait presque pas de pain. L'or n'avait aucune importance. L'emplacement était tout. Les civils qui ont survécu étaient ceux qui s'étaient abrités dans les sous-sols les plus profonds de la ville et n'avaient pas été tués avant la libération. À Varsovie, d'août à octobre 1944. L'ordre d'Hitler du 1er août stipulait « Chaque habitant doit être tué, aucun prisonnier ne doit être fait ». Lors de ce qui est maintenant appelé le massacre de Wola, les SS ont assassiné entre 40 et 50 000 civils polonais dans un seul quartier, en 7 jours. Un témoignage allemand de ce quartier indique « Ils ont assassiné, pillé et collecté des bagues et des bijoux, des montres et de l'or. » Remarquez la séquence. D'abord volé, ensuite abattu. La richesse accélérait la mort, plutôt que de la prévenir. Au camp de transit d'Ochota, les troupes SS fouillaient chaque civil à l'entrée à la recherche d'objets de valeur avant de les faire avancer. 150 000 civils ont été tués en 63 jours. 500 000 ont été déportés via le camp de transit de Prouchkov, après l'écrasement du soulèvement. Les Allemands ont passé 3 mois à dynamiter Varsovie. 75% de la ville a été détruite. La propriété n'a pas perdu de valeur. La propriété a littéralement cessé d'exister. Le pianiste Ladislaus Spielmann a survécu 3 ans en se cachant dans les ruines de Varsovie. Il a survécu en partie grâce à la chance, mais la raison fondamentale de sa survie est que plus de 20 Polonais non-juifs l'ont caché au péril de leur vie et de celle de leur famille. Sa survie n'a pas été achetée avec de l'or. Elle lui a été offerte par des êtres humains. Berlin, avril-mai 1945. L'armée rouge est entrée dans Berlin, forte d'1,5 million d'hommes. Les hôpitaux Charité et Auguste Victoria ont estimé plus tard qu'entre 95 000 et 130 000 femmes ont été violées à Berlin seulement. Environ 10 000 sont mortes des agressions ou se sont suicidées par la suite. La journaliste Martha Hillers a tenu un journal pendant l'occupation, publié plus tard sous le titre « Une femme à Berlin ». Elle a décrit ce qui l'a réellement maintenue en vie. Pas l'or. L'armée rouge confisquait les montres, les bagues et l'argent. Il confisquait également la porcelaine dans les premières heures de l'occupation de tout appartement. Pas l'argent liquide, le Reichsmark s'était effondré. Les cigarettes étaient devenues la nouvelle monnaie, à environ 300 marks le paquet. Pas la nourriture stockée, les soldats la trouvaient et la prenaient. Ce qui l'a maintenue en vie, c'est la langue. Elle parlait russe,
l'une des très rares femmes berlinoises à le faire. Elle a négocié l'attachement d'un major soviétique comme protecteur personnel sous sa cave. Des communautés de femmes partageaient des avertissements, des cachettes derrière de faux murs, se barbouillaient le visage de poussière de charbon et nouaient des foulards pour paraître plus âgées. Les femmes seules s'en sortaient bien moins bien que les femmes au sein de collectifs de bâtiments soudés. Est-ce que cela a du sens ? C'est vraiment important. Lors de chaque effondrement militaire, les réseaux humains denses et l'invisibilité physique comptaient plus que la richesse accumulée. C'étaient les atouts conçus pour l'effondrement économique. L'or vous désignait comme une cible à voler. Un stock visible attirait des hommes armés à votre porte. Une adresse fixe signifiait que l'ennemi savait où vous trouver. Sarajevo, 1425 jours. D'avril 1992 à février 1996, le plus long siège d'une capitale dans la guerre moderne. Une moyenne de 329 obus de mortier par jour. Quelle était la monnaie dans Sarajevo assiégé ? Les cigarettes Marlboro. Un paquet permettait d'acheter plusieurs boîtes d'aide humanitaire. 3 paquets de cigarettes locales Drina s'échangeaient contre 20 marks. Des bagues en or s'échangeaient contre des œufs. 1 kg de café brut permettait d'acheter une bouteille de propane de 12 kg pour le chauffage. Mais ce qui déterminait réellement la survie, c'était l'accès au tunnel. Mi-1993, les ingénieurs de l'armée bosnienne achevèrent de creuser un tunnel sous la piste de l'aéroport, tenu par les Nations Unies. Environ 800 mètres de long, 1 mètre de large et 1,5 mètre de haut. Au plus fort, environ 4000 personnes et 20 tonnes de fournitures y transitaient chaque jour. Avoir un lien avec l'armée bosnienne, de l'argent pour les gardes, ou des cigarettes pour la bonne personne, déterminait si vous receviez des médicaments. L'emplacement comptait. L'allée des snipers était un couloir de la mort. Le 12 juillet 1993, 12 personnes furent tuées dans une seule file d'attente pour l'eau. Qui a fui Sarajevo avant que le siège ne se referme ? Ceux qui avaient des proches ailleurs ? Ceux qui possédaient des passeports étrangers, ceux qui avaient compris les signes tôt. Le siège s'est refermé le 2 mai 1992. Ceux qui sont partis en mars et avril ont conservé leurs biens. Ceux qui ont attendu jusqu'en mai ont tout perdu. Maintenant, prenez du recul et regardez la situation dans son ensemble. À travers les 5 effondrements militaires, Leningrad, Stalingrad, Varsovie, Berlin, Sarajevo, les gagnants constants furent ceux qui partirent les premiers, ceux qui étaient intégrés dans la bonne institution, ceux qui avaient des réseaux humains denses, et ceux qui étaient physiquement invisibles, les gens qui semblaient trop pauvres, trop vieux ou trop malades pour valoir la peine d'être volés, et les simplement chanceux. Aucune de ces variables n'est quelque chose que l'on achète avec de l'or. C'est la leçon, et elle est presque exactement l'opposé de la leçon de type 1. Maintenant, permettez-moi de faire le contraste directement, car c'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. L'effondrement de type 1 récompense l'enracinement, une productivité visible modeste et une richesse stockée qui semble ordinaire aux yeux des étrangers. Vous voulez avoir l'air d'un voisin un peu ennuyeux avec un potager. Vous voulez des liens locaux. Vous voulez une compétence dont votre communauté a besoin. Vous voulez des pièces d'or bien cachées. L'effondrement de type 2 récompense la mobilité, l'invisibilité et un capital social qui ne peut pas être volé à un point de contrôle. Vous voulez avoir l'air de n'avoir rien, vous voulez bouger quand vous en avez besoin. Vous voulez des relations humaines s'étendant sur plusieurs zones géographiques. Ce sont des optimisations presque opposées. Fernando Aguirre, qui a documenté la survie de sa famille en Argentine, et Selko Begovic, qui a survécu au siège de Sarajevo, sont les 2 voies de survivants les plus citées dans la communauté des survivalistes. Ils sont en désaccord sur presque toutes les questions tactiques. Et ils sont en désaccord pour une raison. Ils ont survécu à des effondrements différents. Fernando Aguirre dit de rester sur place, de dollariser, de créer une petite entreprise, de maintenir une visibilité modeste. Selko dit de partir tôt ou de ne pas partir du tout. Portez des vêtements gris, simples, sans logo et sans équipement tactique. Regroupez-vous avec vos voisins dans un seul bâtiment. Cachez la nourriture dans de petites caches et jamais en un seul tas visible. Les 2 ont raison sur ce qu'ils ont vu, et les 2 ont tort si vous appliquez leurs conseils à l'autre. Effondrement. Alors comment savoir à quel type d'effondrement vous êtes confronté ? C'est la compétence que nous devons développer ensemble. Les signes d'un effondrement économique apparaissent des mois, parfois des années à l'avance. Je vais vous les détailler. Le premier signe est l'écart entre le taux de change officiel et le taux du marché noir. Au Venezuela, cet écart est passé d'environ 2 pour 1 en 2010 à 10 pour 1
fin 2013. Au Liban, il est apparu du jour au lendemain, en octobre 2019. Lorsque le taux officiel et le taux de la rue divergent visiblement, c'est le début. Le deuxième signe est l'épuisement des réserves de devises étrangères de la Banque centrale. Ceci est généralement publié mensuellement. Lorsque les réserves tombent en dessous de 3 mois de couverture des importations, une crise monétaire est probable dans les 18 mois. Le troisième signe est ce que font les élites, pas ce qu'elles disent. Des initiés libanais ont retiré plus de 10 milliards de dollars en 2019, alors que le gouverneur de la Banque centrale excluait publiquement les contrôles de capitaux. En Argentine, d'importants dépôts en dollars ont quitté le système bancaire dans les mois précédant le Corralito. Les personnes riches et influentes partent avant l'annonce publique lors de chaque effondrement. Surveillez la fuite des cerveaux, l'émigration des professionnels de la classe moyenne et les sorties soudaines de capitaux. Le quatrième signe est le déni officiel. Quand le ministre des Finances donne une conférence de presse pour assurer aux déposants que leurs économies sont en sécurité, considérez cette conférence de presse comme le signal d'agir. Ce sont les signaux pour le type 1. Vous avez peut-être des mois, vous avez peut-être des années. La période est longue. Les signaux d'un effondrement de type 2 sont différents par nature, et la période est courte. Le premier signal est le déploiement visible de troupes près des frontières ou dans les régions contestées. La Russie avait déployé 175 000 soldats près de la frontière ukrainienne fin 2021. Le deuxième signal est la présence de paramilitaires armés en dehors de la chaîne de commandement officielle de l'État. Les milices serbes de Bosnie se formaient et s'armaient durant l'hiver 1991-1992. Le Parti démocratique serbe a demandé aux Serbes de Sarajevo d'évacuer le 4 avril 1992. Les bombardements ont commencé le lendemain. Le troisième signal est l'assassinat de politiciens de niveau intermédiaire, de journalistes et de juges, selon une tendance croissante. Non pas un événement isolé, mais un schéma sur plusieurs semaines. Le quatrième signal est l'armement de civils par les gouvernements selon des lignes identitaires. Lorsque l'État commence à distribuer des armes à un groupe ethnique ou politique et pas à un autre, le monopole de la violence est déjà rompu dans la pratique. Le cinquième signal est le retrait du personnel non essentiel des ambassades étrangères. C'est presque toujours le dernier signal public avant que la période ne se referme. Les ambassades ont des services de renseignement. Elles savent avant vous. Maintenant, laissez-moi vous donner un cadre. 13 questions que vous pouvez parcourir en 15 minutes. 1. Les tribunaux fonctionnent-ils toujours, aussi corrompus soient-ils ? 2. La violence est-elle un crime opportuniste ou un combat organisé ? 3. La police et l'armée sont-elles payées et déployées ou désertent-elles selon des lignes ethniques ou politiques ? 4. Les ambassades étrangères réduisent-elles leur personnel ? 5. Les frontières sont-elles ouvertes ou militarisées ? Les banques sont-elles ouvertes avec des restrictions ou physiquement fermées ? L'eau courante et les égouts fonctionnent-ils, même par intermittence ? Y a-t-il une résistance armée organisée contre l'État ? Avec des uniformes et des territoires contrôlés, y a-t-il un renforcement militaire externe visible ? La violence cible-t-elle des victimes aléatoires ou des groupes identitaires spécifiques ? La monnaie est-elle simplement en hyperinflation ou a-t-elle été remplacée par des cigarettes et des munitions ? Des personnalités politiques et des journalistes sont-ils tués de manière croissante ? Le gouvernement arme-t-il des civils sur des bases identitaires ? Si les questions 1 à 7 se dégradent, mais que les questions 8 à 13 restent calmes, vous êtes dans le type 1. Vous avez le temps. Préservez la valeur, gardez votre emploi, dollarisez, construisez des réseaux. Restez sur place. Si l'une des questions 8, 9, 12 ou 13 est passée au oui, vous êtes dans le type 2 ou en train d'y basculer. La meilleure chose à faire est de partir. Est-ce que cela a du sens ? Maintenant, voici ce qui devrait vous inquiéter le plus. Certains effondrements de type 1 se transforment en type 2. Et c'est lors de cette conversion que la plupart des familles périssent. La Yougoslavie est passée du type 1 au type 2 en environ 3 ans. Hyperinflation à la fin des années 1980, des entrepreneurs ethniques attisant les conflits identitaires dès 1987, des paramilitaires se formant dès 1990, siège de Sarajevo en 1992. La Syrie a basculé en 9 mois. Sécheresse rurale et déplacement de population, puis des arrestations de manifestants en mars 2011, puis la guerre civile en décembre. Le Liban a basculé en 1975 en quelques semaines. Une grève de pêcheurs en février, l'attaque du bus d'Ain el-Remmane le 13 avril, des barrages de milices en quelques jours, la fenêtre de basculement,
le temps entre les signaux clairs de conversion et la fermeture des options de sortie est généralement de 30 à 90 jours. Sari Evans, qui est parti en février 1992, a conservé ses biens. Ceux qui ont attendu jusqu'en mai ont tout perdu. Les familles qui ont réussi à s'adapter partagent un point commun. Elles avaient des passeports valides, une destination précise avec une personne qui les attendait, et des biens liquides et transportables. Des pièces, des devises fortes, et maintenant un portefeuille de crypto-monnaies physiques. Elles avaient une liste écrite de 3 événements précis qui signifiaient qu'elles partaient cette semaine-là, et non après une récolte de plus. Et quand ces événements se sont produits, elles sont parties. Elles n'ont pas négocié avec elles-mêmes. Elles ont accepté la perte irrécupérable. Elles ont abandonné leur foyer, leur garde-manger, leur boîte chauffage stockée. Je ne sais pas si j'ai raison de penser que chaque personne lisant ceci sera confrontée à un effondrement. J'espère que non. Mais je suis convaincu que l'incapacité à distinguer ces deux types d'effondrement a été l'erreur stratégique la plus coûteuse dans la pensée survivaliste moderne. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que vous devriez réellement faire. Car certaines préparations servent les deux types d'effondrement. Et c'est sur cette courte liste que votre temps et votre argent devraient être investis. La première chose, ce sont les compétences qui produisent de la valeur en dehors du système monétaire. Un plombier travaille en Argentine. Et à Sarajevo, un médecin travaille partout. Une personne capable de réparer un moteur diesel trouvera du travail lors d'un effondrement de type 1 et trouvera protection lors d'un effondrement de type 2. Les compétences sont le seul atout qui ne peut pas être confisqué. La deuxième chose est la condition physique, pas l'entraînement tactique, la condition physique. La capacité de marcher 10 miles avec une charge de 20 livres, la capacité de faire la queue pendant 3 heures, la capacité de transporter de l'eau sur un demi-kilomètre. À Leningrad, les personnes qui sont mortes en premier étaient les personnes âgées, les obèses et les malades. Dans les colonnes d'expulsion allemandes de 1945, les historiens documentent le même schéma. La condition physique est la préparation de survie la moins attrayante et la plus constamment documentée comme décisive. Marcher tous les jours. La troisième chose, ce sont des relations solides, réciproques et établies dans plusieurs régions géographiques. Un cousin agriculteur en dehors de votre ville, un ami dans un autre pays qui a une chambre d'amis, un voisin que vous avez aidé avant d'avoir vous-même besoin d'aide. Spilman a survécu à Varsovie parce que 20 personnes ont risqué leur vie pour lui. Il avait passé des années à construire ces relations avant la guerre. La quatrième chose, c'est une richesse liquide et portable, pas une caisse de lingots d'or enterrés. Des pièces d'or fractionnaires, de l'argent de petite dénomination, des devises étrangères fortes et de petits billets. Et de plus en plus pour la diaspora, un portefeuille de crypto-monnaies matérielles connectées. Ils passent les points de contrôle, se convertissent sur n'importe quel marché de change et fonctionnent au Venezuela comme au Liban. Et dans tout effondrement de type 1 que vous êtes susceptible de rencontrer, d'accord ? Ces 4 choses, les compétences, la condition physique, les relations et la richesse liquide et portable. C'est la liste courte. Tout le reste, le gilet tactique, le bunker enterré, le garde-manger pour 5 ans, l'arsenal visible. Cela relève plus du récit que de l'infrastructure. Une partie aide en cas de type 1, presque rien n'aide en cas de type 2. Mais Sari Evans, qui en survécut, n'avait pas l'air préparé. Il ressemblait à tout le monde. C'était la stratégie. Alors voici ce que je veux vous fassiez cette semaine. Prenez une feuille de papier, notez les 13 questions de cet épisode, puis regardez les nouvelles dans votre propre pays ou région et répondez honnêtement à chaque question. Mettez une date en haut de la page. Refaites cela dans 30 jours. Vous ne cherchez pas à vous alarmer, vous cherchez une tendance, à savoir si les réponses s'améliorent ou s'aggravent. Cette pratique, cette évaluation honnête mensuelle, vaut plus que n'importe quel équipement que vous achèterez jamais. Et ce week-end, une chose physique, faites une longue marche, plus longue que ce que vous pensez pouvoir faire, avec les chaussures que vous possédez réellement. Cette marche vous dira quelque chose de vrai sur votre préparation réelle. Le sac dans le placard n'est pas la réponse à chaque effondrement. L'or dans le coffre-fort n'est pas la réponse à chaque effondrement. Et la ferme avec le garde-manger plein et le fusil à la porte est une excellente réponse à un type de crise et une condamnation à mort dans 2 autres cas. Les 2 hommes étaient préparés, l'un a survécu. La différence n'était pas la qualité de leur préparation. La différence était le type d'effondrement auquel ils étaient confrontés et si leur préparation y correspondait. Lisez les signaux. Adaptez votre préparation à votre environnement réel et développez les 4 atouts
qui survivent aux deux. Parce que l'avenir n'est pas une seule chose, ce sont deux problèmes de physique différents. Et la décision la plus importante que vous prendrez jamais est celle que vous cherchez réellement à résoudre. La prochaine fois, je veux vous montrer les compétences qui comptent dans les deux types d'effondrement, celles que les archives historiques documentent constamment comme salvatrices. Et je veux vous montrer comment une personne qui n'a jamais cultivé, n'a jamais réparé un moteur et n'a jamais soigné une blessure peut commencer à acquérir ces compétences en un seul week-end. Soyez prudents.